l'une des petites astuces qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est de constituer des SCI, donc de ne pas investir tout seul dans un bien immobilier donné, mais de se regrouper avec 2 ou 3 personnes qui ont le même profil qu'eux et de se dire, je vais faire une SCI, donc il y a différents types d'SCI, à l'impôt sur les sociétés ou transparente à l'impôt sur le revenu. Et donc, par exemple, on se met tous les deux dans une SCI, on met chacun 15 000 €, et au lieu d'acheter chacun notre appartement, on va en acheter 2 ou 3, et comme ça, on va un peu diversifier notre risque, et si jamais il y en a un qui a un mauvais locataire et qui ne paye pas, ça sera moins douloureux. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors c'est parti sur La Martingale, épisode estival, on peut dire. Ah bah oui, estival, depuis aujourd'hui, puisqu'on enregistre, c'est l'été 2021, avec Quentin Romet. Salut Quentin. Salut Mathieu. Alors tu es alors on dit président, je crois, CEO, ça dépend des... Président, toi t'as choisi président. À la française. À la française de Homunity. Homunity, qui est un partenaire pour investir dans l'immobilier. Je peux résumer ça au sens très très large. Là tu vas peut-être rentrer dans les détails, mais voilà. Non, mais au sens large c'est ça. Tu vas me détailler un peu ça. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, on en a parlé un peu ensemble, c'est d'écrire selon toi ou tes expertises, et puis voilà, dans l'absolu, ce qui serait le parcours parfait de l'investisseur immobilier particulier. Donc, je suis, j'ai pas un institutionnel. Pas un institutionnel, c'est pas mon job, etc. Quel serait selon toi le home run pour prendre du baseball? Tu connais le baseball ou pas? Bien sûr. Ouais. On va essayer de faire le parcours parfait. Ça va pas être aussi limpide que baseball, mais ça peut être intéressant. Et donc voilà. Et du coup, évidemment, je dois te poser la question, pourquoi tu es légitime à répondre à cette question du parcours parfait de l'entrepreneur immobilier? Alors, légitime sûrement, il y a plein d'autres théories et stratégies d'investissement, c'est certain, mais moi je m'y suis mis un petit bout de temps parce que j'ai lancé en 2014 Homunity, qui est une plateforme d'investissement immobilier aujourd'hui au sens large. Ouais. Donc ça fait maintenant 7 ou 8 ans qu'on est là-dedans j'ai envie de dire à plein temps, et 50 heures par semaine, on fait que ça. On a été racheté par une société qui s'appelle Tikeo Capital, qui est pas non plus anodin sur la place, qui gère un petit asset manager qui fait partie des leaders européens, qui a un peu plus de 28 milliards d'euros sous gestion, qui a une grosse branche immobilière. Donc là, on connaît bien l'investissement côté institutionnel avec Tikeo Capital. Et nous, sur la plateforme, on a plus de 10 000 investisseurs particuliers. Les plus jeunes, il n'y a personne en dessous de 18 ans, mais pour les plus âgés, ça va à plus de 80-85 ans. Donc c'est assez intéressant de voir dans quoi ils investissent, comment ils montent leur stratégie, comment on peut les accompagner. Et du fait d'avoir étudié autant de cas, et on est une trentaine à faire que ça longueur de journée dans notre société Homunity, on commence un peu à voir quelles sont les stratégies, quels sont les profils, les bonnes attitudes à avoir, quand est-ce qu'il faut s'y mettre, les erreurs à faire ou à ne pas faire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que... j'aimerais qu'on parle il y a plusieurs aspects dans le parcours parfait. Il y a un aspect apprentissage, il y a un aspect financier, c'est-à-dire au début tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, donc tu commences comment et par quoi? Tu peux commencer avec zéro, ou presque zéro. Il y a un aspect leg finalement, où voilà, qu'est-ce que je veux en faire de tout ça. Moi je suis ce qu'on va dire un midlifer, quoi, tu vois, dans la moitié de ta vie. Alors on vit plus longtemps, peut-être que je peux espérer être pas encore à la moitié de ma vie, mais bon, je pense que j'y suis bien. Faut être optimiste, pas encore à la moitié. Dans ma perception aussi du marché immobilier, et c'est marrant parce que tu vois, les imprévus et mon associé Laurent Kretz, que j'embrasse s'il écoute cet épisode, s'est retrouvé ce matin à devoir faire un aller-retour à Lille, où il a acheté un appartement chez du crowdfunding, non pas crowdfunding, en fait, dans des probablement un Homunity-like, où vous faites ça aussi, de la recherche d'appartements. Nous, on fait pas ça, mais ce que font Bivouac ou Immocities. Okay. Ouais, je vois très exactement, bien. Donc voilà, des gens que j'ai reçus, je vois comment ça marche. Mastéos, etc. Donc tous ces, pour en citer 3 que j'ai reçus et qui est des épisodes super bien. Il a acheté un
plusieurs appartes comme ça par un intermédiaire. Okay. Il est ravi, mais il se trouve que tu peux te retrouver pour je sais pas moi, une fuite d'eau, j'exagère un peu volontairement, mais à devoir aller te faire un aller-retour à Nantes, à Lille, machin, dans la journée, alors que t'es patron d'une boîte de 80 personnes et que c'est pas vraiment très pratique. C'est pas sa priorité. Et donc ça veut dire que finalement t'as plus la même appréhension à 40 ans que tu vas avoir à 20 ans où t'es prêt à faire ce genre de choses. Et encore, même quand j'en parlais avec lui et je préparais cet épisode, il me disait ouais, mais quand même, quand tu vois le revenu que ça génère et le revenu passif que ça pourra me générer plus tard, je pense que ça vaut le coup même aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, c'est tous ces débats. Je sais pas si tu connais une boîte qui s'appelle Mon Bel Appart. Il y a plein d'opportunités aussi pour externaliser la gestion parce que on va en parler, mais c'est très différent d'investir et de gérer derrière et tout dépend le temps qu'on y a alloué. Mais effectivement, au bout d'un moment, et moi aussi, on n'est pas 80, mais on est plus d'une trentaine, j'ai pas que ça à faire de gérer mes investissements locatifs et pouvoir externaliser la gestion pour me concentrer uniquement sur l'investissement, mes financements, mes reventes, etc. Ça peut être une stratégie aussi à part entière. Mais après, on va aller de plein pied dans l'épisode, mais typiquement, moi, quand j'externalise la gestion, je me dis déjà, je me fais gratter des points de rentabilité d'une part, et d'autre part, j'ai juste un peu peur que, en fait, ce soit un peu open bar, tu vois. En fait, y a un problème sur un truc, oui, t'inquiète pas, prends, tu vois, et en fait, c'est juste des gens qui sont là pour dire oui, de toute façon, on charge le propriétaire, donc on s'en fout. Ouais, faut trouver le juste milieu et il faut bien l'encadrer, mais je pense que ça fait partie des choses et des sujets. C'est toujours la même chose quand on fait 1 ou 2, 3 premiers investissements locatifs, on peut les gérer et ça consomme pas beaucoup de temps. Mais quand on dépasse les 10, 15, 20, là, c'est un vrai sujet et on ne peut pas gérer 30 apparts comme on en gère 3. Donc, c'est pour ça c'est intéressant d'avoir un gestionnaire, d'encadrer les choses. J'imagine que toi, par exemple, pour changer, je dis n'importe quoi, ou réparer une fuite d'eau à moins de 150 €, tu n'as pas envie de donner ton aval, on l'a fait quoi qu'il arrive de toute façon. Par contre, pour changer une chaudière où ça va être un investissement de 2 ou 3 000 €, là, tu veux pouvoir être consulté. Donc ça, pareil, tu peux l'encadrer et ça te permet de dégager un maximum de temps, à la fois pour te concentrer sur ta carrière professionnelle en tant que telle ou sur d'autres investissements immobiliers. Très clair. Alors, je reviens 20 ans en arrière, j'ai 22 ans, j'ai pas d'argent. Allez, mettons que j'ai... je peux même dire 0, mais sinon ça peut être 2, 3, 5 000 € d'apport. Par où je commence ? Alors, si on essaye de faire entre guillemets le parcours parfait, je pense qu'il faut déjà diviser est-ce que tu habitais à Paris ou pas, parce que si l'intéressant, certes on revient en arrière pour toi, mais il faut que ça soit dans la situation actuelle. Le prix au mètre carré par exemple à Paris étant tellement élevé aujourd'hui que se dire que tu vas être propriétaire de ta résidence principale à 22 ans à Paris, ça va être un peu compliqué. Oui, ça veut dire que je suis prêt à habiter dans 12 mètres carrés. C'est à peu près ça. Et encore, à 10 000 € du mètre carré, mettre 120 000 €, ça va pas être évident. Donc je pense que dans un premier temps, c'est se constituer un tout petit capital de départ, ça peut être intéressant d'avoir 5 ou 10 000 €, donc d'attendre les 12 premiers mois de sa carrière pour mettre de côté. Et ensuite, à cet âge-là, ce qui va être très intéressant, c'est d'aller voir sa banque assez vite et de pouvoir faire de ce fameux effet de levier. C'est-à-dire ne pas investir tes 10 ou 15 000 € cash. Là, c'est pas intéressant. Par contre, aller voir ton banquier et lui dire, voilà, j'ai un projet. Si je suis en province, peut-être pour 120 000 € ou 150 000 €, on peut avoir sa résidence principale et on peut peut-être devenir propriétaire de sa résidence principale assez tôt plutôt que d'être locataire. À Paris, ça ne va pas être le cas généralement parce qu'on n'aura pas forcément envie d'habiter justement dans 12 mètres carrés, donc on aspire à un peu plus grand. Et là, il y a la stratégie de l'investissement locatif qui est hyper pertinente. Investissement locatif dans des villes comme Paris, ça n'a pas de sens parce que le prix au mètre carré est tellement élevé par rapport au loyer et en plus avec l'encadrement des loyers, ça ne va pas être pertinent. Mais donc, aller s'intéresser à des grandes villes de province comme Rouen, Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon, ça commence à être un peu gros, donc j'aurais tendance à dire limitrophes. Reims, toutes ces villes de province qui vont être dans le top 20 et qui ont toujours une démographie croissante au niveau de ces villes, là, il y a des opportunités. Sachant que ce qui est intéressant, si vous avez grandi, que vous habitez ou vous connaissez certaines de ces villes, ou même celles qu'on n'a pas citées, je veux dire Metz, Dijon, Nancy, plein d'autres. Bien évidemment. Si vous connaissez un peu par vos cousins, vos parents qui y sont encore, etc., c'est toujours bien d'aller quand même aussi dans des endroits que tu connais parce que tu vas sentir un peu, tu peux visiter, tu as peut-être des gens qui peuvent t'aider en cas de problème. C'est une des choses à regarder. C'est vrai, et dans les règles un peu basiques qu'on dit souvent, c'est il y a 3 règles dans l'investissement immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. C'est très bête comme phrase ou dicton,
mais c'est quand même assez vrai. Donc effectivement, il ne faut surtout pas aller investir dans un endroit qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais par contre, une ville où vous avez été étudiant, où vous avez vos parents, vos beaux-parents qui sont là-bas, ça peut être intéressant. Et on parlait tout à l'heure de faire des erreurs ou de justement ne pas les commettre. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur ces volumes d'investissement, vous allez tellement apprendre à faire ce premier investissement sur, entre guillemets, un montant modéré à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire mettre 10 000 euros d'apport et s'en a été de 90 000 euros, vous allez apprendre tout le cycle de l'investisseur. Faut payer des frais d'agence, faut aller chez un notaire, faut convaincre son banquier, faut percevoir les premiers loyers, faut commencer à se poser la question si on veut gérer ou pas tout seul. Donc ça, on va voir par exemple tous les aléas qu'il y a là-dedans. Faut percevoir tous les loyers aussi. Tu dis les premiers, mais les recouvrements. Est-ce que tu prends une assurance loyer impayé ou pas? Enfin, il y a plein de sujets que tu vas te poser. Et moi, je trouve ça top si dès tes 22 ans ou 25 ans, tu mets déjà les pieds là-dedans plutôt que d'attendre 35 ou 40 ans de découvrir comment ça marche un investissement immobilier. Donc ça, c'est une opportunité. Ceux qui ont encore des plus petits moyens, ça peut être intéressant de commencer avec un parking ou un box, parce que c'est toujours le même schéma aussi. Faut mine de rien passer chez un notaire, faut payer un intermédiaire, faut gérer la location. Donc ça, moi, je trouve ça pas mal de faire de l'effet de levier, impératif, assez rapidement, et ensuite faire son premier investissement. Et on voit, il y a un vrai arbitrage entre du coup résidence principale ou investissement locatif. Donc là, on est vraiment dans la phase 1 qui est une phase découverte en fait, dans le dur, entre guillemets. Je fais pas d'immobilier papier, etc. parce que je dois appréhender le business, comprendre comment tout ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un bien intéressant ou pas. On est sur du locatif meublé plutôt. Tout dépend, j'ai envie de dire ça, assez ouvert. Pourquoi pas faire en meublé, le fameux LMNP, loueur meublé non professionnel, qui peut avoir des avantages au niveau de l'imposition et de la fiscalité derrière. Ça, j'invite ceux qui nous écoutent à aller se renseigner là-dessus. Ou à faire au contraire du non meublé, en se disant que peut-être que le locataire va rester plus longtemps, que niveau gestion, du coup, ça va être un peu moins compliqué. Mais par contre, faire les choses par soi-même au début, c'est assez important. T'évoquais la pierre papier, on en reparlera, mais typiquement, c'est aussi ça qui sont appelés la SCPI. Là, pour le coup, il y a zéro gestion et donc c'est pas comme ça que vous allez apprendre à investir dans l'immobilier et même vous comprendrez moins bien comment ça se passe. Est-ce que je peux faire des trucs un peu exotiques dans cette partie de mon apprentissage? Ce que je veux dire, je sais pas, à la limite... alors, je l'aurais fait peut-être il y a 10 ans avec la découverte d'Airbnb, mais des trucs au ski, en bord de mer, tu sais, où tu te dis, en fait, finalement, ce vieil appart un peu tout pourri ou machin que j'achète avec vue sur mer à Biarritz, à Saint-Trope, à Porto-Vec, je sais pas où, qui est vraiment chouette, mais que je vais vraiment refaire de fond de comble, donc je vais pas le payer très cher, et puis je vais réussir à faire un truc, je vais le louer, ou carrément, on en parlait avec un de mes invités récemment, Thierry de Mastéos, je sais pas, la Grèce, quoi, tu vois. Alors, tu l'évoquais juste avant, la Grèce, tout dépend à quel point tu connais la Grèce ou pas et à quel point tu vas connaître l'emplacement où tu vas investir. La gestion, pareil, faut savoir gérer. Après, dans les investissements, il y a toujours ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. J'ai envie de dire, avoir sa résidence principale, par exemple, à Paris, c'est pas forcément très rationnel d'un point de vue investissement. Mais par contre, c'est tellement agréable au quotidien de se dire que c'est chez soi, tu fais ce que tu veux, tu fais tes travaux, tu vas pas bouger, tu te projettes dans du long terme. C'est pour ça qu'au final, ça a sa place dans le portefeuille de l'investisseur immobilier à long terme. Biarritz, par exemple, si tu prends cet exemple pour faire du Airbnb, tout dépend encore une fois, c'est est-ce que si tu fais ton business plan, est-ce que c'est viable ou pas et quel est le degré de risque que tu vas supporter. J'aurais tendance à dire, potentiellement d'un point de vue rendement, ça peut être encore plus rentable qu'un investissement traditionnel dans une grande ville de province. Par contre, d'un point de vue gestion, forcément, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Et d'un point de vue risque, pareil, il y a forcément un aléa qui est un petit peu plus élevé. Moi, j'aurais tendance à dire, ça, c'est des choses qu'on peut faire peut-être une fois qu'on a fait son premier investissement très traditionnel dans une grande ville de province ou dans le centre-ville d'une grande ville ou d'une taille moyenne, et ensuite aller faire un peu plus d'exotique, et une fois qu'on se fait la main, tester ce genre de choses. De faire du co-living, pourquoi pas... on parlait de projets, il y en a qui investissent dans des plus grandes surfaces de bureaux pour faire du petit coworking à leur échelle. Donc il y a plein de sujets à tester là-dessus et qui peuvent être pertinents par la suite. Ok, mais on commence par quelque chose d'assez simple. Faut pas être dégoûté aussi, il faut que le premier investissement se passe bien, sinon te casser la figure dès ton premier placement immobilier,
c'est toujours dommage. Est-ce qu'il y a une option, et faut pas l'oublier, ce qui peut être assez, pas dramatique, mais quand même, je veux dire, si tu dois rembourser, par exemple, je dis, si tu n'arrives pas à le louer ou si ton locataire te paye pas et que tu es un peu collé avec un truc où tu dois rembourser ta banque alors que tu n'as pas de revenus en face, bon, t'apprends dans le dur, mais souvent, quand t'en as plusieurs, ça te permet au moins d'équilibrer un peu. Exactement. Ça l'une des petites astuces qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est de constituer des SCI, donc de ne pas investir tout seul dans un bien immobilier donné, mais de se regrouper avec 2 ou 3 personnes qui ont le même profil qu'eux et de se dire, bah voilà, je vais faire une SCI, donc il y a différents types d'SCI, à l'impôt sur les sociétés ou transparente à l'impôt sur le revenu. Mais donc, par exemple, on se met tous les deux dans une SCI, on met chacun 15 000 €, et au lieu d'acheter chacun notre appartement, on va en acheter 2 ou 3, et comme ça, on va un peu diversifier notre risque, et si jamais il y en a un qui a un mauvais locataire et qui ne paye pas, ça sera moins douloureux. Je l'ai déjà dit ici, mais je regrette tellement de ne pas avoir fait ça à mes 22, 23, 24 ans, et en effet, je trouve ça intéressant, et puis... même sur ces problématiques de gestion locative, si tout le monde y met un peu du sien, en fait, ça permet de simplifier. Il y en a un qui va s'occuper de la compta et de la fiscalité, l'autre de trouver les investissements, l'autre les relations avec les banques, l'autre les gestions avec les locataires. Et à 4, déjà, c'est beaucoup moins de travail et ça peut être intéressant. Est-ce que dans ce schéma, c'est avec Victor Liora du mouvement FIRE que j'ai un peu appris ça, lui il est assez hardcore là-dessus, mais j'aurais une envie de dire oui, tu vas me répondre ce que tu en penses, je donne la réponse avant la question. Est-ce qu'il faut essayer d'avoir plus de revenus que de remboursement, c'est-à-dire tu vois, si je dois rembourser 1 000 € à la banque ou 500 € à la banque, d'essayer d'avoir un loyer à 600 ou 700 pour être capable de ne pas baisser mon... finalement, de ne pas avoir un effort d'épargne mensuel. Exactement. C'est tout à fait faisable. À Paris, ça serait impossible, mais en province, c'est tout à fait faisable. Il faut bien viser l'actif. Il faut essayer de s'endetter sur du 25 ans ou au minimum du 20 ans. Mais c'est tout à fait faisable d'avoir une échéance de tous les mois, donc ton remboursement bancaire, que ça soit 400, 500 €, et d'avoir en revenu de loyer 600, 700 €. Et là, c'est top parce que tu viens générer des flux supplémentaires qui vont t'aider à t'endetter pour la suite. Ouais, c'est ça. Et c'est tout à fait faisable. Il faut juste dénicher les bons produits. Sachant qu'il y a 2 choses. Un, ça t'aidera à t'endetter pour la suite parce que ta banque te dira pas, tiens, le mec, ton ratio est pourri parce que plus il investit, moins il gagne d'argent. Enfin, plus il vient gréver son pouvoir d'achat. Et 2, en plus, faut pas oublier, parce que c'est la réalité aussi des primo... pas accédant, parce que primo-accédant, c'est celui qui va habiter lui-même, hein, c'est ça. Primo-investisseur immobilier, ouais. On peut avoir un oubli là-dessus, c'est que l'immobilier, ça peut aussi coûter cher, quoi. Je veux dire, il faut refaire la façade, il faut refaire la toiture, il faut refaire, je sais pas quoi, il faut changer le micro-ondes, et très vite, tu as des mois où, en fait... Tout à fait, ça peut être compliqué. D'où l'importance aussi, la personne qui a 15 000 € sur son compte en banque, l'apport, ça ne doit pas être 15 000 €. Il met 10 000 € dans son projet immobilier, il se garde 5 000 € de côté, qui vont permettre de faire face à tous les imprévus que tu viens évoquer. Exactement. Ça, c'est important. Ok, j'ai acheté... Alors, et je reviens, dernière question là-dessus, je suis en région, toi tu dis que c'est quand même bien d'acheter son propre chez soi, avant. Sa résidence principale, en fait, ça va être très simple, c'est... Au lieu de tous les mois donner systématiquement 500, 600, 700 € à un propriétaire qui n'est pas soi-même, c'est assez agréable de s'endetter pour son propre compte et on sait qu'on sera bon payeur. Donc au moins ça tourne. Il faut simplement déjà être certain de rester dans la ville un certain nombre d'années. Donc géographiquement de dire voilà, je suis prêt, j'habite actuellement à Rouen, je m'y plais pour les 5-10 prochaines années, j'y suis. Et deuxièmement, avoir les moyens d'acheter une surface ou un appartement qui nous convienne. Ça peut être ça un peu la problématique. Demain, un couple qui a un enfant ou qui a 25 ans, donc de manière assez jeune, mais va peut-être pas se voir vivre dans 25 mètres carrés. Or, peut-être que le premier investissement, ça sera ça. C'est pour ça que si c'est pas une résidence principale qui nous convient, l'investissement locatif est une bonne opportunité. Ok. Pour aller plus loin dans cette démarche, moi je dirais que dans les primo-investisseurs, si vous êtes entrepreneur, oubliez pas que c'est possible aussi. Et c'est possible d'acheter des bureaux, même tout petits, de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, à Paris ou ailleurs, en tout cas de les rembourser. Et si vous n'êtes pas entrepreneur vous-même et que vous en avez autour de vous, vous pouvez le faire avec eux, quoi. Moi j'ai fait, ou je fais actuellement aussi des deals avec des potes qui veulent s'acheter leur premier bureau, qui n'ont pas forcément tous les apports, etc. Et puis finalement on y va à plusieurs. Certains sont actionnaires majoritaires,
majoritaires, d'autres pas. Et finalement, comme un bureau peut payer des loyers beaucoup plus chers qu'une famille, généralement, enfin, il y a peu de familles qui va payer 15 000 € de loyer mensuel, tu vois, bah, finalement, ça te permet de faire des choses intéressantes. Ouais, tout à fait. Et moi, quand j'ai lancé ma boîte en 2014, j'avais 24 ans et la première année, on ne se rémunérait pas. Ouais. Et pour autant, j'ai commencé à faire de l'investissement locatif grâce à 3 autres associés qui, eux, avaient des revenus et une situation plus stable que la mienne. Ouais. Et donc, moi, j'ai apporté un peu mon savoir-faire en tant que tel. On a créé une SCI à 4 et on a décidé d'acheter notre premier appartement, puis le deuxième, puis le troisième. Et dans la SCI, ils apportaient de l'argent et pas toi ? Si, moi j'avais juste l'apport, on avait mis très peu, je me souviens, le capital social c'était 20 000 €, donc on avait mis 5 000 € chacun et moi c'était une partie de mes stages d'études qui me restait de côté, donc j'avais mis 5 000 € et c'est ça qui nous a permis d'aller voir le banquier et de faire notre premier investissement locatif. Et au bout de à peu près 1 an, on avait notre premier bilan de la SCI, on a montré au banquier que ça marchait, que ça se remboursait de manière quasiment automatique sans qu'on soit obligé de remettre au pot. Et le banquier nous a dit, OK pour en faire un deuxième, et si le deuxième marche bien, on vous prêtera l'argent pour le troisième. Ok. Alors on passe à l'étape d'après, une fois qu'on en a fait en effet. L'étape d'après, c'est ce qu'on vient de dire, on peut essayer de répéter le schéma. Ensuite, là, ce qui va être intéressant, bien évidemment, et généralement, si on fait des généralités, bien évidemment, mais au fur et à mesure de sa vie, on gagne de mieux en mieux sa vie. Donc là, on va commencer à payer un peu d'impôts, puis de plus en plus d'impôts. Et là, c'est intéressant, surtout qu'actuellement, ça existe encore et jusqu'à l'année prochaine, de s'intéresser à ce fameux dispositif Pinel pour voir comment on peut investir dans l'immobilier, dans le neuf, tout en défiscalisant, en fait, en allant réduire son imposition et les impôts qui sont versés annuellement. J'ai, moi, cette vision du Pinel, j'en ai parlé aussi ici, je crois, déjà, mais c'est vraiment un endroit où tu as beaucoup de risques de te faire enfler, quoi. Et par le passé, c'était quoi, Malraux, ou je sais pas, il y avait eu Robien, etc., etc. C'est vraiment la méga boîte noire où il y a plein de gens qui prennent des commissions et qu'à la fin, t'achètes un truc pas terrible. Est-ce qu'il y a, on est des hyper vrais... d'accord. Et comment je fais pour trouver un bon Pinel, du coup ? Alors, on est hyper d'accord et tu vois, nous, on a mis longtemps à s'y mettre avec Community. Pendant 6 ou 7 ans, on n'en a pas fait et ça fait 2 ans qu'on étudie le marché, qu'on étudie les promoteurs, qu'on étudie les zones, qu'on a ciblé la bonne personne pour nous accompagner là-dessus. Et en fait, j'ai envie de dire, il y a peut-être 80% du marché où c'est pas forcément des Pinel qui sont intéressants en termes d'investisseurs. C'est vraiment pour les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui veulent juste mettre des fonds là-dedans, ça vient un peu réduire leur imposition. Pour autant, quand tu t'intéresses en Ile-de-France, il y en a plein, où c'est des zones où d'un côté, t'achètes dans du neuf, donc tu vas pas avoir beaucoup de travaux à faire sur les 10 prochaines années, donc ça c'est un peu différent de l'ancien, c'est intéressant. Deuxièmement, les prix au mètre carré ont tendance à évoluer, donc ça aussi c'est quelque chose à avoir en tête, mais tu dis j'investis aujourd'hui, potentiellement mon prix va continuer d'augmenter. Et troisièmement, tu vas pas avoir de mal à louer, tu vas payer moins d'impôts chaque année, etc. Donc j'ai envie de dire, faut cibler les bons Pinel et s'intéresser aux zones géographiques, aux zones tendues d'un point de vue location, à trouver un gestionnaire. Pareil, nous, c'est ce qu'on dit, on n'a pas envie de s'occuper ensuite de la gestion, donc trouver le bon gestionnaire. Mais ça peut être pertinent parce que tu peux faire jusqu'à plus de 60 000 € d'économie d'impôt sur ce type d'investissement. Donc là, ça a du sens. Faut trouver le bon produit et comme tout, faut passer un peu de temps à le dénicher. Si tu vas sur, je prends le cliché, mais si tu vas sur le site d'une grande banque et que tu vois le Pinel qui est fait par son propre promoteur immobilier en tant que tel, c'est pas là où tu as forcément les meilleures opportunités. Par contre, si tu vas voir, entre guillemets, le petit promoteur immobilier qui fait son opération de 30 logements, sur cette opération, il va y avoir des accédants. Donc déjà, c'est pas qu'un immeuble de Pinel. Quand c'est 100% de Pinel dans l'immeuble, c'est pas forcément bon signe. Ouais. Et qu'il va y avoir que 10 appartements réservés à ce type d'investissement, que toi, il y a le T2 qui t'intéresse, qui est bien placé, qui est pas trop cher. J'ai envie de dire, là, faut foncer et ça peut être pertinent. Et tu peux acheter des gros trucs en Pinel ? C'est-à-dire des gros trucs. Je sais pas, un truc à 300 000 € ou... Ouais. La taille moyenne, nous, on voit les projets d'investissement qu'on fait, nous, chez Community, c'est à peu près 250 000 € sur ces supports. Après, tu as un plafond, toi, au niveau justement de cette économie d'impôt que tu peux avoir par la suite. Donc, généralement, les personnes cumulent jusqu'à 2 Pinel en même temps. Okay. Mais après, elles peuvent les faire rouler. Et justement, c'est comme tout. Moi, je suis hyper d'accord là-dessus, mais comme loueur meublé non professionnel, on en parle parfois un peu trop et pas toujours dans les bons termes. Le Pinel, c'est exactement la même chose et je te rejoins là-dessus. Ça a plutôt mauvaise presse. Il y en a beaucoup qui sont pourris, mais il y en a aussi beaucoup qui peuvent être pertinents et c'est une vraie question à se poser, surtout quand vous, sur votre fiche d'imposition, vous commencez à payer 4, 5 000, 10 000 € d'impôts. Et toi, tu m'accompagnes là-dessus avec Community ?
potentiellement. Ouais, mais c'est pas toi, Quentin, il faut que j'ai un de tes... Non, mais tu vois, moi, à titre personnel, je l'avais jamais fait jusqu'à ce que je me renseigne à fond sur le truc, où j'ai passé 6 mois à éplucher à la fois ce qui se disait dans la presse, à faire des simulations, etc. Et nous, on fait du coup des simulations pour les différents investisseurs. En revanche, c'est toujours comme la plupart dans les Pinel, c'est que toi, tu prends une prime, j'imagine, quand je te l'achète. Pas spécialement pour le coup, on est payé sur Omunity.com. En fait, il y a 2 sociétés. Il y a une société Omunity, c'est la partie crowdfunding immobilier, et tu en as parlé, on en reparlera plus tard, mais tu en as déjà très bien parlé, c'est plutôt investissement court terme. Omunity Patrimoine, c'est on propose de la SCPI et du Pinel. Et pour le Pinel, en fait, on est rémunéré par le promoteur immobilier exactement comme un agent immobilier. Okay. Donc c'est hyper simple. Nous, on est un intermédiaire qui fait la transaction, on ne se rémunère pas sur d'autres choses. Donc c'est exactement pour l'investissement locatif, quelqu'un qui va dans la rue, qui va voir une agence, elle paye généralement 5% de frais d'agence. Là, c'est le même concept. D'accord. Donc nous, on n'a pas du tout rémunération à se rémunérer plus qu'un acteur traditionnel. Par contre, ce qui est intéressant, pour nous, c'est de s'intéresser à ton profil, voir si ça a du sens. Il y a beaucoup de personnes où on leur dit, attention, là, vu que vous ne payez pas énormément d'impôts aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'aller sur d'autres types d'investissements. Par contre, il y a d'autres personnes qui ne se posent pas la question et ça peut être pertinent. Et le dispositif existe encore, donc ça peut être intéressant. Parce que moi, ce que c'est sûr que ce que je refuse, c'est que même si tu payes beaucoup d'impôts et que tu réussis, si ta carotte fiscale elle sert à combler le prix que tu achètes trop cher, ça n'a aucun sens. Bien sûr. Ok, donc on est passé Pinel, on a gagné un peu plus d'argent, finalement on défiscalise et on trouve un bien immobilier assez clean. Je fais quoi ensuite alors? Donc là, on va dire, j'en ai acheté 2 ou 3 au début, plus un ou 2 Pinel. Là, je commence à être bien, quoi. J'ai 32, 35 ans, c'est ça? Ouais, on avance dans sa vie d'investisseur, également dans sa vie professionnelle. Là, je pense que pour des soucis de diversification, en fait, parce que dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est beaucoup de résidentiel, ça peut être intéressant de s'intéresser à ces problématiques tertiaires. Ouais. Donc le tertiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir dans des bureaux, investir dans des commerces, investir dans de la logistique. Et ça, va y avoir 2 opportunités. Soit tu vas avoir, toi, l'opportunité, ce que tu disais tout à l'heure, d'investir dans des bureaux et de faire tes premiers investissements seul dans des bureaux. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais ça peut être également intéressant, et on en a parlé juste avant, d'aller voir des SCPI. Ouais. Les SCPI, donc les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, c'est des gros fonds, entre guillemets, qui permettent d'investir. Et tu avais interviewé, je crois, la semaine dernière, Gauthier Delabrousse d'Iroko. Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines. J'ai eu Atlante Voisin, on a eu un certain nombre de... Voilà, on l'a fait en long, en large, en travers, la SCPI, ce terme pas très sympa, etc. Mais où, en effet, tu as parlé notamment d'entrepôt et de logistique. Moi, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. Ouais, il y en a plein. Il y a Norma Capital, Aldéran, Sofidy, qui existe depuis longtemps sur la place. Enfin, il y en a des tonnes. Et plutôt, en plus, ce qui est intéressant... Et ça, nous, on le voit, notre actionnaire Tikeo Capital a une société de gestion qui s'appelle Sofidy. Ouais. Et leurs premières SCPI, elles existent depuis 1987. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment se passe le rendement depuis 1987, comment ça se passe lorsqu'il y a eu des crises, quand il y a eu des cracks, quand il y a eu la crise sanitaire, etc. Et pour l'investisseur, pour revenir à notre sujet, c'est qu'elles vont avoir la capacité d'investir dans des opérations dans lesquelles toi et moi, on n'aurait pas spécialement accès. Bien sûr. Parce qu'il va falloir acheter, je dis n'importe quoi, un centre commercial. Je me suis payé l'Arc de Triomphe. Bon, la Tour Eiffel bientôt. Ouais. Mais tout un tas d'investissements où des centres logistiques, tu vas pas. Déjà, on n'est pas forcément expert, on n'est pas sur place pour les gérer, etc. Et ça, c'est leur expertise. Et ce qui va être intéressant de la SCPI, là, on a, disons, 35 ans ou 40 ans. C'est pareil, c'est de pas forcément l'investir en cash, donc avec son épargne disponible, mais de retourner voir son banquier et de lui dire, voilà, il y a une SCPI, ça fait 10 ans qu'elle existe, elle a tel niveau de rendement, est-ce que vous acceptez de m'accompagner pour la financer? Et la réponse du banquier est non. Non, je suis assez sérieux. Hein. Je pense aussi que c'est un des. Alors, il y a des acteurs, il y a des banquiers qui le font très certainement. On en avait parlé ici aussi, mais moi j'ai testé depuis. Je crois que j'en ai même reparlé depuis que j'ai testé, et c'est pas simple. Et la réponse a été non. Alors, je crois que, en effet, j'ai reçu Pierre Chapon de Préto sur le tout premier épisode que j'ai fait autour des SCPI. Ça doit être intéressant. Et lui, il adore les SCPI aussi, et il dit que chez Préto, ils peuvent éventuellement ouvrir des dossiers, donc pour te trouver un prêt
prêt en SCPI. Donc moi, je vais revenir par le biais de Préto, je pense, mais c'est pas si simple parce que le banquier, ce qu'il veut, c'est de fourguer sa SCPI. Exactement. Comme il voulait te fourguer aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais son Pinel. Qu'il a fait avec sa société de promotion immobilière, etc. Donc ça, effectivement, il faut se méfier, et tu fais bien de le rappeler, mais en tout cas, c'est pas impossible. Moi, à titre personnel, j'ai réussi à le faire, mais après, bon, faut voir entrepreneur ou pas, est-ce que c'est avantage, inconvénient, mais là, c'était un avantage pour le faire parce que j'étais dans le milieu, je connaissais bien la SCPI en question. Ce qui est sûr, excuse-moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rien lâcher. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un premier nom qu'il faut... c'est pas parce que le banquier va t'orienter sur sa SCPI à lui qu'il faut lui dire oui parce que c'est plus simple, etc. Donc, on n'est pas dans une problématique de consentement avec les banquiers. Hein. Ce que je veux dire, c'est que s'il te dit non, ça peut vouloir dire oui. Il faut aller taper à d'autres portes, il faut les mettre en concurrence, etc. Ouais. Mais en tout cas, ça se fait. Nous, on en voit pareil sur Obunity, nous on distribue un certain nombre de SCPI. Il y en a qui sont plus simples à financer que d'autres, donc celles qui ont un historique plus long sont plus simples à financer parce que les banquiers ont plus de recul et peuvent mieux maîtriser le risque. Par contre, il est hyper important d'essayer justement d'aller trouver la bonne banque. Tu vas mettre 10 ou 20 000 euros d'apport, elle va te prêter 100 000, 150 000 euros. Et là, ce qui est intéressant, pareil, c'est que ton effort d'épargne par mois, il va être assez minime, entre guillemets, et ça ne va pas t'handicaper pour avoir un bon niveau de vie et de continuer d'investir. Typiquement, la proposition que j'ai eue de ma banque, elle était de me faire un prêt à la consommation. Donc, ils disent, en gros, on te prête 75 000 euros, mais les taux sont beaucoup plus élevés, puisque c'est un prêt conso, c'est pas du tout la même chose. Donc, je suis plutôt à près de 2%, un peu moins. Enfin, voilà, donc ça change tout. Parce que c'est... Et surtout, la durée, je crois que je sais plus si c'est 7 ou 9 ans, mais donc, du coup, je dois, en plus du prêt, payer 500 euros. Et proposer de rembourser le capital à la fin, ou c'était en in fine sur le capital, ou dès le premier mois, tu remboursais un pourcentage du capital et des intérêts? Je devais pouvoir décaler un peu, mais... Okay. Peut-être une année sans payer le capital. Et... c'est pas, bien évidemment, c'est pas la meilleure optique. Ce qu'il faut, les SCPI, c'est contrairement à l'investissement locatif dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'investissement locatif, ta banque va plutôt te prêter sur 20 ans ou 25 ans. La SCPI, il faut au moins trouver sur 15 ans. Et si jamais c'est sur une durée courte, par exemple 7 ans, il faut s'arranger pour payer que les intérêts chaque mois et de rembourser le capital au bout de 7 ans. Comme ça, au bout de 7 ans, vous arbitrez. Ouais. Soit vous repartez sur un auto-endettement, soit vous revendez vos parts qui potentiellement ont pris un peu de valeur. Ce qu'il faut voir là-dessus, en prenant un tout petit peu de recul par rapport à ce stade où on est dans la vie, c'est que souvent quand tu es plus jeune, tu gagnes pas beaucoup d'argent, ou tu peux pas en mettre beaucoup de côté. Ou voilà, quand t'es plus en midlife, on va dire, t'as plus d'argent, tu peux faire plus de projets comme ça, mais tu charges un peu la mule, quoi. Donc faut faire attention parce que si tu la charges trop, là, à un moment, en fait, faut aussi se faire kiffer dans la vie. Il faut être capable de se payer des vacances, d'emmener ses enfants si t'en as, ou enfin de se faire plaisir, etc., etc. Mais il faut aussi potentiellement être une fourmi, pas forcément une cigale, un peu les deux, pour se dire finalement quand j'aurai 50, 55, 60 ans, que j'aurais pu le poids financier de mes enfants à charge, etc., je pourrais au moins là avoir un bon revenu et voir l'avenir tranquillement. Moi, je le dis souvent à mes copains, il y a une grosse différence entre l'investisseur immobilier qui va s'y mettre à 22, 25 ans et celui qui va s'y mettre à 40 ans. Parce que pendant ces 15 ans de votre vie où les banques vous accompagnent, où vous êtes un bon dossier pour eux, où vous avez une capacité d'endettement, etc., faut en profiter parce que lorsqu'on arrive à la retraite à 65 ans, est-ce qu'on a investi dans un bien immobilier ou est-ce qu'on en possède 10 ou 15 ? La retraite n'a rien à voir et je pense que c'est une vraie différence et c'est pas si simple. Enfin, c'est pas si simple que ça de s'y mettre tôt. Faut simplement se forcer et comme tu le disais avec ton banquier tout à l'heure, faut persévérer et faut lui dire accompagne-moi et faut aller chercher d'autres banques, etc. Ok, donc là, je suis super bien, j'ai mes apparts, voilà, mes SCPI, etc. Une fois, alors là, je rentre dans le stage d'après. Pourquoi pas. Un peu de Pinel, voilà. Donc là, je suis à peu près là où je suis là. Où est-ce que je vais pour la suite, quoi? Donc on arrive vers 50 ans, c'est ça, quelque chose comme ça? Va y avoir plusieurs questions. C'est est-ce que tu vas vouloir préparer ta retraite et te dire, voilà, dans 10, 15 ans, je commence à être à la retraite, donc comment va se passer ma retraite et quels vont être mes revenus, donc à quel point tu es endetté, ça c'est un sujet. Est-ce que tu as envie de continuer de t'endetter parce que si tu veux t'arrêter de bosser dans 10 ans, la banque va pas forcément t'accompagner sur ces horizons-là. Donc là, on en parle de temps en temps, mais cette alternative de crowdfunding immobilier, si tu as de l'épargne disponible, peut être
pertinent. Ça d'investir sur de l'horizon court terme. 18-24 mois, ça peut avoir son sens. Et je pense que c'est bien aussi de commencer à partir de 45-50 ans, d'anticiper ces sujets-là sur transmettre son patrimoine. Est-ce que ça peut être pertinent d'avoir de l'immobilier à travers un contrat d'assurance vie ? Ça peut être un sujet sur lequel on peut se poser la question à partir de cet âge-là. Le volet, vraiment, et tu le disais juste avant, si tu es déjà très endetté, peut-être qu'il y a un moment, il faut arrêter d'appuyer sur le levier et de voir comment ça se passe. Si tu n'as pas encore ta résidence principale, c'est peut-être un moment d'arbitrer de l'investissement locatif que tu as fait il y a 15 ans, 20 ans, où tu n'as plus de crédit et tu as déjà tout remboursé. Et étant donné que les loyers les revenus immobiliers en France sont quand même fortement imposés, il y a ces sujets d'IFI, de voir si tu arbitres tes premiers investissements locatifs pour te faire plaisir, acheter ta résidence principale par exemple. Et moi, je trouve que c'est une bonne alternative aussi. Tu évoquais tout à l'heure des investissements un peu atypiques. C'est peut-être à ce moment-là que on peut s'y mettre et on peut commencer à tester. Donc il y a plein d'investissements un peu atypiques. Acheter un chalet à la montagne pour le louer dans des périodes creuses ou non. Acheter une résidence au bord de la mer, pareil, pour, tu disais tout à l'heure, on en parlait juste avant, faire du coworking ou des petits espaces de coworking ou les gens vont faire peut-être leur off-site ou leur week-end d'entreprise là-bas, etc. Il peut y avoir des sujets, il y a des choses à tester. Et là, c'est peut-être un bon moment de la vie pour aller faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Sachant que je parlais du moment où ces choses-là avaient changé avec Airbnb il y a une dizaine d'années. On connaît tous des gens qui ont fait des coups super là-dessus, etc., jusqu'à ce que ça se régule un petit peu. Je pense que le changement de paradigme actuel sur l'immobilier, il est vraiment là, dans ce qu'on est en train de toucher du doigt là, c'est se dire à 1 heure des métropoles, que ce soit Lyon, Paris, Marseille, etc., certains endroits où il y a encore, alors après le Covid, ça a vraiment fortement augmenté souvent, mais tu peux trouver des petites maisons de campagne ou mer ou montagne, des apparts ou des choses bien faites à pas trop cher et en faire un truc super, parce qu'en fait tu vas récupérer cette espèce de vieux chalet, pas tout pourri parce que tu vas avoir des sacrés investissements quand même, mais voilà, et en faire des trucs super qui correspondent à nos standards et pas à ceux des propriétaires d'avant qui sont tous vieux et mourants. Non, mais j'exagère un peu volontairement, mais tu vois, je me souviens des apparts qu'on pouvait louer quand nous on était, quand moi dans les années 2000, tu vois, c'était souvent des trucs pas vétustes, mais enfin c'était plus, je trouve, les standards les standards ont énormément évolué. Dans toutes les personnes que j'ai reçues, justement, je te parlais d'ImmoCities, finalement, de Bivouac, de Mastéos, eux, l'un de leurs gros trucs, c'est de faire des super travaux à pas cher, quoi, et d'arriver à faire un appart qui donne envie vraiment d'y être. Si tu peux faire ça sur une belle maison de campagne en rajoutant un truc extérieur, peut-être à un moment une piscine ou un truc comme ça, et réussir à la louer assez bien et en plus en profiter toi-même, c'est trop cool. Nos parents, quand ils avaient ces choses-là, ils les louaient pas, typiquement. Tout à fait. Si tu arrives à faire un truc hybride que tu peux louer beaucoup, c'est cool. Mais c'est le même exemple, je ne sais pas si tu es familier avec le monde de la voile et du bateau. Et pour un bateau, en France, est en moyenne utilisé 3 jours par an. Un voilier dans lequel tu peux faire une petite croisière qui fait 8, 10 mètres, 12 mètres. C'est un peu le même concept pour les résidences secondaires. Ça serait intéressant, il y a plusieurs statistiques. On dit une résidence secondaire, elle est occupée en moyenne moins de 45 jours par an. Donc ça veut dire 1 mois et demi. Le vrai sujet, c'est les 10 mois et demi restants. Qu'est-ce que tu en fais ? Bien évidemment, tu peux la louer. Et si tu vas un peu plus loin, pourquoi pas, tu peux accueillir des gens qui vont bosser. Tu t'en fiches si toi en novembre, tu n'es pas dans ta maison. Si pendant 2 semaines, il y a une entreprise qui décide de délocaliser là-bas une petite équipe de 10 personnes pour bosser et se faire un sprint sur un sujet web, tech, etc., ça peut être une super opportunité. Et ça, c'est un truc à concevoir dès le début. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le penser d'abord, connexion Wi-Fi, mais aussi des endroits où on peut travailler, une sorte de grand bureau, coworking, un truc un peu modulaire. Enfin, si tu penses ça bien dès le début et que tu te dis, en fait, j'allie kiff et potentiel travail, des écrans, j'en sais rien, dans toutes les chambres, mais des écrans pour travailler, tu vois, potentiellement, j'en sais rien, avec des petits bureaux indépendants. Enfin, si tu conçois bien tout ça de manière très modulaire, notamment aussi pour pouvoir, toi, laisser tes affaires, mais assez facilement tout fermer sur tes parties à toi. Il faut l'anticiper, ça s'anticipe. Et une fois que c'est fait, c'est très simple en fait. Et ça, c'est ces types d'investissements hybrides, à mon avis, qui peuvent être pertinents à faire à partir de 40, 50 ans, quand on commence à avoir de la bouteille sur tous les investissements qu'on a réalisés par le passé,
qu'on peut avoir un banquier qui peut continuer à nous accompagner, on va lui présenter le projet, il va y croire. Parce que bien évidemment, si on lui présente ce projet quand on a 22 ans et qu'on n'a jamais investi dans rien, il ne va pas vous croire. Alors que si vous lui présentez, je vais investir dans un studio pour le louer à un étudiant, ça fait 20 mètres carrés, c'est à côté de telle fac, là ça va rouler. C'est là où il faudrait faire en fait de l'investissement un peu cross-génération. Je sais pas, tu vois, finalement la SCI, on a tendance à vouloir la faire avec ses potes tous à 22 ans, mais si tu le fais avec un Quentin, un Mathieu plus aguerri, finalement, peut-être que tu peux avoir accès à d'autres choses. Il faut tomber sur les bonnes personnes. Après, il faut toujours faire attention avec qui on s'associe et les horizons, quand est-ce qu'on veut sortir. Mais bien évidemment, et ça, dans ton schéma, ça pourrait être intéressant. Peut-être que la personne à 60 ans, elle voudra revendre les parts de SCI et quelqu'un qui a 30 ans, elle sera partante. Bon, après, on parlait des banquiers, financer des parts de SCI, c'est un autre sujet, c'est pas simple. Mais oui, en tout cas, c'est ce type d'investissement un peu hybride. Pareil, tu parlais de la Grèce, il y a plein de personnes qui rêvent d'investir au Portugal parce qu'il y a des opportunités. C'est peut-être un moment de sa vie aussi où on peut aller, une fois qu'on a constitué un socle dur avec son patrimoine, qu'on a fait de l'investissement locatif traditionnel, qu'on a fait pourquoi pas du Pinel, qu'on a des premières SCPI dans le tertiaire ou dans la santé ou sur de logistique, qu'on commence à avoir vraiment un patrimoine immobilier diversifié, là, c'est intéressant d'aller tester des choses un peu plus hybrides. Ouais, sachant qu'on revient sur ce qu'on disait au tout début, quand on revient dans du propriété en dur, résidence secondaire, etc., il y a aussi les aléas du toit qui fuit, de la piscine qui est fissurée, de je sais pas quoi, bon, j'ai pas de résidence secondaire, mais pour en connaître quelques-uns qui en ont, ça peut vite être un cauchemar aussi, hein, enfin du temps, oui aussi, hein, même. C'est pour ça, on n'en a pas beaucoup parlé lors de cet échange, mais effectivement, tout va dépendre du temps que tu veux aussi consacrer à tes investissements. Si tu es sous l'eau toute la semaine et que tu n'as pas une seconde pour toi, faire de l'investissement locatif en s'endettant, c'est pas simple. Faire de la SCPI, ça prend zéro temps, entre guillemets. À part le début avec ton banquier, quoi. Mais ouais. À part le début, mais une fois que ça tourne, tu payes des professionnels pour gérer ça. Il faut voir aussi, il y a beaucoup de personnes, et je pense que tu dois l'avoir aussi dans tes amis, qui te disent « je rêverais de faire comme toi de l'investissement locatif et de faire de la dette, etc. » Mais ils sont prêts à consacrer 0 seconde de leur temps perso. Donc ça, c'est pas possible. Mais moi, c'est là où je bute aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, à la limite, je le fais sur du professionnel. Là, c'est encore une autre dimension, autre chose. C'est-à-dire qu'on achète des bureaux et des choses comme ça, mais pour nous. Mais sur le particulier, moi, en effet, j'ai plus le temps. Quoi. C'est là, mais c'est exactement le schéma que tu décris. C'est-à-dire que moi, j'arrive à l'âge où la SCPI commence à me chauffer. Et c'est pour ça, du coup, que tu allais voir ton banquier. Après, tu te heurtes à la problématique de ton banquier. Mais voilà, faut réussir à le convaincre et aller de l'avant. Compris. Bon, j'ai fait tout ça. Quand tu arrives en fin de carrière professionnelle, du coup, je dirais plutôt, t'es pas en bout de course personnelle, hein, tu vois, mais qu'est-ce que tu fais? Tu revends tout, tu t'as stacké, tu prends tes revenus et... Je pense que ça peut être intéressant, à mon avis, j'imagine, et nous on les voit, de toute façon, la banque va plus t'accompagner sur de l'endettement à partir de 65 ans. Enfin, ça va être plus compliqué. Donc je pense que cette partie endettement, faut la mettre de côté. C'est hyper important d'arbitrer son portefeuille, de voir qu'est-ce qui tourne bien, qu'est-ce qui produit du rendement, où est-ce qu'il va y avoir des gros travaux à faire ou pas, de vraiment avoir une vue panoramique de son portefeuille et là d'aller l'arbitrer et de voir toi qu'est-ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as besoin de revenus complémentaires pour ta retraite? Est-ce que c'est un sujet de commencer peut-être à associer tes enfants dans ton patrimoine, etc. Est-ce que tu as envie, on en parlait un tout petit peu, mais de placer cet argent de manière un peu plus dynamique et te procurant plus de rendement. Là, le crowdfunding immobilier est une bonne option et nous, on le voit sur Unity. Sur notre 50 000 inscrits, il y a beaucoup de personnes qui ont 65 ans et plus parce que, parce que en fait, c'est pas de gestion pour elles, c'est pas d'endettement, c'est hors IFI. Donc ça les intéresse aussi quand tu commences à avoir accumulé pas mal de patrimoine. C'est l'ancien... Avant, c'était ISF, exactement. Impôt sur la fortune. Non, c'est l'impôt sur le patrimoine immobilier, c'est ça? Impôt sur la fortune immobilière, exactement. Donc tout ce qui est action n'est pas dans cette IFI, mais tout ce qui est immobilier l'est. Le crowdfunding immobilier, c'est hors IFI. Et pour moi, mais on les voit, ces personnes-là qui sont très attentives à leur épargne et à la manière de le placer. Elles sont plus dans une démarche je vais m'endetter. Elles sont dans une épargne, dans une démarche, j'ai peut-être 10, 15 ans à vivre, je ne sais pas du tout, ou peut-être 25 ans. Il faut que j'ai des revenus complémentaires, il faut que mon épargne me rapporte de l'argent sur des courtes durées.
Et donc là, c'est ces alternatives de l'investissement immobilier plutôt courte durée qui peut être pertinent. Donc dans le crowdfunding immobilier, pour refaire très vite le schéma, en gros, il y a quelqu'un qui veut faire un gros projet immobilier, qui a besoin de 2 millions. Toi, moi, je vais arriver, je vais dire, tiens, je t'en file 20 000. Lui, ces 2 millions lui sert à emprunter à la banque, c'est ça ? Exactement. Et toi, il les rembourse très tu vas financer les fonds propres ou quasi fonds propres, donc l'apport des promoteurs immobiliers. Ouais. Ton horizon de placement, c'est généralement entre 18 et 24 mois, et ton rendement, c'est entre 7 et 10% annuel. C'est ça. Donc l'intérêt pour toi, c'est que c'est un investissement clé en main. Le promoteur immobilier, quand il existe depuis 50 ou 100 ans, ça peut avoir des éléments rassurants. Il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi, donc ça, faut l'avoir en tête. Mais tu vas réussir sur des plateformes comme Community, mais il y en a plusieurs sur la place, tu vas réussir à diversifier, faire des tickets de 1000 ou 10 000 euros, donc ça c'est pertinent. Et ton argent vient hyper vite. Oui, 24 mois pour de l'immobilier, généralement ça n'existe pas, là ça existe. Un de tes confrères me disait dans cet univers qu'il fallait mieux savoir placer pas tout dans un seul bloc. Voilà, il faut essayer de plutôt en faire 2, 3, 4 par an pour être certain, parce que les défauts, en tout cas pour l'instant, je touche du bois pour toi et pour moi, parce que j'en ai aussi quelques-uns, mais sont rares. Ils sont hyper faibles. Mais si jamais l'économie se retourne, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Exactement. Donc ça, c'est des alternatives. Après, pour ceux, j'ai envie de dire, qui sont mordus d'immobilier, on n'en a pas tant parlé que ça, mais les opérations de marchand de biens, rénovation, réhabilitation, ça peut être pareil. Si on a un peu, parce que ça, pour le coup, ça prend du temps. Il faut surveiller les travaux, il faut trouver le bon emplacement, il faut se poser la question à qui tu vas le louer, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi, et il faut être un peu aguerri, c'est pas c'est pas lors de son investissement à 22 ans qu'on va faire une opération de marchand de biens. Mais aller racheter, entre guillemets, une vieille bicoque ou un vieil appartement, une vieille maison. Un immeuble, potentiellement, ça se fait. Enfin, je veux dire, pas énorme, mais tu peux appeler acheter. Un immeuble de 300 mètres carrés, pourquoi pas, avec 3 ou 4 étages. Et là, tu peux te dire, on va le rénover, le réhabiliter. Et donc, pareil, chez le notaire, tu vas acheter avec des frais de notaire réduits, sous condition, en fait, d'acquérir ton bien à J0 et de le revendre avant les 5 années. Donc ça, c'est pareil, ça peut être une opportunité pour ceux à 60 ans et plus qui veulent passer du temps sur leurs investissements immobiliers, de s'intéresser aux opérations de marchand de biens. Parce que j'allais te poser, mais tu as un peu répondu à cette question. Quand tu as 65 ans, tu me dis la banque va pas te prêter. En soi, c'est un peu con, parce que je veux dire, je vais avoir du temps, généralement j'ai de l'argent, j'ai des garanties. Alors oui, je peux mourir, mais en fait, généralement, si j'investis là-dessus, c'est quand même pour un revenu qui va être généré par le locataire. Donc, au pire, je peux trouver une histoire d'héritage et me dire, même si je meurs dans 3 ans ou 5 ans, finalement, je peux garantir à la banque qu'elle sera remboursée d'une manière ou d'une autre. Généralement, elle va te demander plus d'apport, mais si on prend on a fait la vie de l'investisseur parfait dans le monde immobilier. À 60 ans, il aura peut-être investi dans 10 ou 15 appartements, par exemple. Disons qu'il en arbitre 4 ou 5. Quand tu dis l'arbitre, il les vend. Exactement. Ouais. Il les vend, il les cède. Ça va lui rapporter 500 000 euros, 700 000 euros. Avec ces 700 000 euros, déjà, quand il va voir un banquier, s'il lui dit « je mets 300 000 euros en cash, en apport, et vous me prêtez 300 000 euros », le banquier, c'est pas la même chose déjà. Parce qu'il se dit, généralement, tu viens le voir avec 10 ou 20% d'apport. Là, si tu lui montes 50%, c'est un peu hors norme. Ouais. Et ça va plus l'intéresser. Lui, le niveau de garantie, de toute façon, il va prendre une hypothèque de premier rang sur l'actif. Il prend pas beaucoup de risques. Et toi, tu vas faire pareil. Ta première opération de marchand de biens, elle va bien se passer. Et peut-être que le banquier, la fois suivante, il dira pas tu mets 50%, mais 40%. Et tu vas les enchaîner jusqu'à faire le petit immeuble que tu évoquais ou ton chalet à la montagne. Pareil, il y a des opportunités de vieux chalets. Tu vas le retaper, le rénover et faire une culbute assez rapidement. Ce qu'on voit pas forcément parce qu'on est trop jeune, c'est qu'il est probable qu'à 50 ans, plutôt à 65 ans ou 70 ans, t'aies plus très envie de te projeter sur des trucs à te dire, je vais mettre 20 ans à rembourser, so what, tu vois. Bon. Ouais, après c'est intéressant. C'est pour ça que ce court terme d'opération de marchand de biens peut être assez intéressant. Et je pense que tu le vois, toi, en tant que chef d'entreprise, t'as des chefs d'entreprise qui lâchent jamais. À 85 ans, ils sont toujours en train de diriger leur boîte, ils veulent surtout pas partir. Je pense qu'il y a des gens à la retraite à 65 ans qui n'auront aucune envie d'arrêter, de rester dans leur canapé. Et puis surtout, je sais pas, je me projette bien là-dedans de me dire je lâcherai jamais, mais je souhaite pour mon entourage que j'ai lâché plutôt un peu les trucs opérationnels parce que tu deviens souvent assez relou et infernal. Donc si tu ne gères entre guillemets que de l'immobilier, je laisserai tes équipes s'exprimer sur ce sujet-là. Non, j'ai encore le temps, mais tu vois, si tu ne gères que de l'immobilier en l'occurrence, tu t'emmerdes moins de monde que si tu gères des équipes. Ouais, et nous on le voit dans nos investisseurs.
t'en as qui sont passionnés par leurs investissements immobiliers, qui les gèrent quasiment à longueur de journée. Donc j'imagine que le jour où tu pars à la retraite, la personne qui se dit j'ai toujours manqué de temps pour faire mes opérations de marchand de biens ou investir dans une petite maison au Pays Basque pour faire un lieu de vie un peu particulier avec du co-living, du coworking, enfin mélanger plein de choses différentes, c'est peut-être une bonne opportunité pour le faire. Marchand de biens, donc on achète un bien, on le rénove, on le restructure et on le revend ou on le loue. C'est un peu ça, on est d'accord ? Sur du court terme. Promoteur, c'est je pars de zéro où j'achète un bien, je le rase et je reconstruis et à neuf. Vous vendez du neuf généralement en VFA, en vente en état futur d'achèvement, où c'est neuf de chez neuf. Ça, c'est on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai jamais trop touché à ça. Alors, finalement, on n'est pas loin de faire du marchand de biens dans mon projet à Bordeaux, puisqu'on a quand même fait une partie de neuf et puis on a rénové le reste. Donc ça, c'est des bureaux. Mais la promotion, c'est un truc. Moi, je me dis, mais ça doit être cool. Moi, j'aimerais bien faire sortir un truc. C'est inaccessible. T'en as déjà fait toi ou Alors. Nous, on n'en a jamais fait et pourtant, on aime l'immobilier, on passe du temps dans l'immobilier, mais parce qu'on se dit que c'est un métier de professionnel en tant que tel pour l'exécuter de A à Z et être chef d'orchestre. Le promoteur immobilier, c'est pas lui qui va avec sa pelle sur le chantier construire, mais c'est lui qui est chef d'orchestre pour gérer à la fois les financements, à la fois la commercialisation, à la fois la partie technique. Et tout ça, j'ai envie de dire, ça s'improvise pas. Et généralement, les promoteurs immobiliers font aussi des études bien spécifiques. Généralement, ils font plus des écoles d'ingé que des écoles de commerce, etc. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment la promotion immobilière, de manière générale, est réservée aux professionnels du monde de l'immobilier. Moi, à titre personnel, je n'y toucherai pas parce que j'estime que c'est complexe et au Minity, on investit dans plus de 300 opérations de promotion immobilière, donc on en voit passer. Faire des opérations de marchand de biens, je me sentirais assez à l'aise. Le projet que tu as évoqué à Bordeaux, je me sentirais à l'aise, etc. Mais me dire que je vais raser un bâtiment déjà existant de A à Z, aller déposer mon permis de construire, faire les recours, suivre la partie technique, la VFA et généralement les enjeux financiers qui vont autour, il faut créer une société à plein temps, il faut recruter des experts techniques sur ces sujets-là et donc on sort du cadre du particulier. Ça, c'est un avis très personnel. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, si je reprends à zéro et que je me dis en parallèle de mon premier investissement, j'ai la chance de vivre en région et de trouver un terrain bien fait. Je construis une maison, 2 maisons, parce que je me dis, tiens, quitte à en faire une, j'en fais 2, et puis ça coûte pas beaucoup plus cher. Si ça coûte beaucoup plus cher, mais tu vois ce que je veux dire. Finalement, j'en construis 2, j'en vends une, ou j'en construis 4, j'en vends 3, je m'en garde une, ou j'en construis une et je la revends au bout de 3 ans après l'avoir habité, etc. C'est une manière de faire une promotion, puis 2, puis 4, puis 12. Je le mets un peu dans un schéma à part. Les constructeurs de maisons individuelles, quand toi, tu construis ta maison de A à Z, ça, je le mets pas moi dans la promotion immobilière. Promotion immobilière, je mets vraiment quand tu construis un immeuble et que tu vas faire 30, 40, 50, 100 appartements. Et le danger que je vois pour un investisseur particulier de le faire, c'est que si jamais son opération de 30 logements, elle se passe mal, il aura tout perdu et tout ce qu'il a fait avant, il l'aura probablement perdu et tout ce qui va aller dans son avenir servira à rembourser la gamelle qu'il a prise. D'accord. Et on en parle souvent de la diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, on a parlé de l'investissement immobilier aujourd'hui, mais bien évidemment, dans la stratégie d'investisseur, il ne faut pas faire que de l'immobilier. C'est bien de faire du marché action, de faire des obligations, de faire de la crypto-monnaie, de faire plein de choses différentes pour diversifier au maximum. Et là, j'ai envie de dire, ça serait trop risqué, c'est trop de concentration dans une même opération. Très bien. Bon, ça me brûle les doigts, mais je vais toujours pas me lancer. Je vais t'écouter tout de suite. J'ai d'autres choses à faire avant. Tu nous raconteras comment ça se passe. Je le ferai en live sur la Martingale. Voilà. On a fait le tour. Après, on ne parle pas de comment se payer son caveau. Ça n'a pas d'avenir. Je peux pas le revendre plus cher. Non, il y en a qui s'intéressent aux investissements dans les box, dans les parkings, dans ce genre de choses. J'ai fait un épisode. Alors j'ai fait un épisode dessus, qui est super intéressant, sur lequel on parle de la division des parkings, notamment à Paris, pour faire des parkings 2 roues. Et ce qui est drôle, c'est que je sais pas si j'avais pas l'œil ouvert avant, mais j'en vois de plus en plus, j'ai l'impression. Et moi je suis à fond sur les parkings, mais j'en trouve pas ou pas assez. Donc voilà, mais là dans le bureau ici où on en est, j'en ai acheté quelques-uns, des box surtout. Je viens d'en racheter un d'ailleurs. Et mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus.
de rénovation. Alors il y a quand même un sujet en ce moment parce que il se trouve que mon parking à moi, je le loue parce que j'arrive pas à l'acheter en bas de chez moi. Je les fais chier pour les racheter, mais ils veulent pas me le vendre. Ils en ont plein et je leur dis je les prends tous. Ils veulent pas me les vendre non plus. Et j'ai pas les moyens de me les prendre tous. Il y en a que j'ai pas 100, mais au moins je me dis je ferai un appel sur la martingale. Mais je suis en train de les emmerder sur un truc qui est le droit à la prise. D'accord. Tu connais le droit à la prise ? J'imagine à quoi ça. Donc il y a une loi qui dit qu'en fait tu peux pas refuser une prise à ton locataire mais en revanche c'est assez frais. J'ai pas encore bien creusé le truc, mais on est en plein dedans là en ce moment. Et donc je les taquine un petit peu pour voir. Je me dis peut-être, j'espère qu'ils écoutent pas, mais peut-être que si je les taquine un peu trop, ils se diront le droit à la prise, faut qu'on vende parce qu'ils vont tous nous saouler avec ce machin. Parce que en effet, on va quand même. Moi, je vois autour de moi, j'ai quand même de plus en plus de voitures hybrides et on peut pas se brancher, donc il y a pas une prise. Donc oui, dans Paris, c'est hyper problématique en plus. Ouais. Donc voilà. Non, mais donc oui, les parkings, c'est certain que ça peut être des investissements pertinents. En plus, en début de tout dépend. Si tu en achètes 10 ou 20, bien évidemment, il faut des moyens plus élevés. Mais pour faire un premier investissement, ça peut commencer par là. Et sur les deux roues, on en parlait, donc cet épisode qu'on a fait il y a quelques mois. Il y a une grande nouveauté à Paris, mais qui va aller ailleurs, je crois, c'est que les deux roues vont être, ne vont plus avoir le droit de se garer. Ils vont être, tu vas devoir payer 50% du prix des voitures. Et ça, moi qui suis en deux roues depuis 20 ans, ça retire énormément d'attrait pour le deux roues parce que avant on pouvait non seulement se garer n'importe où sur les trottoirs, maintenant ça c'est fini depuis quelques années. Maintenant on peut se garer n'importe où sur les places payantes, ça va être fini parce que en tout cas ce sera payant aussi. Tu vas te faire retirer ton scooter, t'as plus le droit de rouler en double fil, en machin, en truc. Donc du coup il va y avoir quand même de plus en plus de deux roues qui vont s'intéresser, je pense, au parking ou qui vont se mettre au vélo, mais ça c'est encore autre chose. Mais il faudra aussi des parkings pour vélo de toute façon, comme à Amsterdam. Bon. Donc il y a de l'avenir dans ce type de placement. Non, et en plus ce qui est intéressant, l'immobilier se porte bien de manière générale en France. On parle souvent, est-ce qu'il va y avoir une crise de l'immobilier ou est-ce qu'il y allait y avoir une crise de l'immobilier avec le Covid ? Force est de constater que les prix ne sont pas vraiment effondrés et toi qui es assez actif sur ce marché-là, tu le vois, où les prix ne s'effondrent pas et se maintiennent. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que les taux restent bas, les taux bancaires pour le moment, donc il faut en profiter. Et je pense que c'est un moment opportun, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, de soit se lancer, de faire leur saut dans le grand bain et de faire leurs premiers investissements, ou de consolider, d'aller sur un type d'investissement qu'ils n'ont pas encore fait. Sachant que les petits faisceaux de la Banque centrale américaine qui commencent à remonter des taux, etc., on peut se dire que c'est peut-être vraiment le bon moment. Exactement, peut-être qu'il faut arrêter d'attendre et d'arrêter de repousser au lendemain leur investissement. Alors on va sur Homunity, tu dois avoir une newsletter, un endroit où on peut s'inscrire. Si les gens tapent Homunity, donc HOMUNITY.com, ils tombent sur notre plateforme. Nous, on n'est pas experts dans tout ce qu'on a évoqué. On fait du crowdfunding immobilier, de l'SCPI et de l'investissement dans le Pinel. Mais vu qu'on est dans ce système de l'investissement immobilier au sens large, on connaît un certain nombre de choses. On essaie d'accompagner les investisseurs justement sur le SCPI et le Pinel, de leur dire si ça leur correspond ou pas. Il y a un certain nombre de personnes, on leur dit c'est pas pour vous et c'est pas le bon moment. Ça aussi, c'est intéressant de savoir dire non. Et donc là, ils peuvent s'inscrire à nos newsletters. On parle souvent de tous les sujets qu'on vient d'évoquer, de rentrer en profondeur, d'expliquer aux gens comment faire leur BP, leur simulation, etc. Puis si vous venez de ma part, ça va devenir une tradition, mais Quentin, si vous faites du business avec eux, il vous offrira une bouteille de champagne. Je ne l'ai pas prévenu, mais on verra si... si on les boit ensemble et si on les ouvre ensemble, avec grand plaisir. On va organiser plein d'apéros dans tes bureaux, ça sera très bien. J'essaie de me créer une... Tu vois, après je négocie en off que j'ai aussi une bouteille de champagne, je me fais une cave au fur et à mesure. Dernière question, Quentin, c'est quoi ta martingale à toi, au-delà de tout ça ? C'est quoi ton... au-delà ou dedans, mais l'endroit où tu te régales, ou l'endroit où tu vas, ton focus actuel Alors, moi, j'ai envie de dire, pour être dans l'immobilier de toute façon, et j'ai écouté, tu as fait des choses intéressantes, ou tes confrères sur les sujets de crypto-monnaie, etc. Moi, faire du spéculatif pour faire que du spéculatif, c'est pas ça qui m'excite le plus. Moi, actuellement, c'est de me réunir avec des personnes dans une SCI et d'acheter des immeubles de rapport. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse et qui est à la fois pas trop trusté par les institutionnels parce qu'ils cherchent des tickets d'investissement plus élevés, qui n'est pas non plus trusté ou accaparé par des particuliers parce que c'est des montants un peu trop élevés pour un particulier tout seul. Donc, de se réunir avec des gens et de faire ces investissements dans les immeubles de rapport, à la fois, quelle taille, typiquement ? Tu donnais tout à l'heure, je dis n'importe quoi, un immeuble en province qui va faire 15 appartements, qui va au total, ça va peut-être faire 400, 500 mètres carrés, donc c'est pas très grand non plus, mais ça commence à être des tailles conséquentes.
Et ce qui est intéressant, je vais un peu plus loin pour la gestion. Donc, moi, à titre perso, j'ai plus vraiment envie de faire la gestion. Donc, Mon Bel Appart ou d'autres plateformes comme ça nous aident pour la gestion et c'est top. Mais par contre, pour optimiser l'investissement et la vie de l'immeuble, de ne pas avoir de syndic, de voir combien de coûtent tes charges, de rentrer dans toute cette étude, non pas que de l'appartement, mais de faire un peu un point de vue macro. Hyper intéressant. Ça, moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et j'aime bien passer un peu du temps sur mon Excel, de voir comment l'optimiser, comment le faire. Vous mettez combien sur des programmes d'une SCI comme ça ? On est 4. Toujours les mêmes 4 copains, pas que, justement, d'école, mais pas que. Et moi, ça diversifie mon risque en plus énormément parce que dans un immeuble, bien évidemment, vous aurez peut-être un appartement qui ne paye pas. Mais si les 19 d'à côté sont loués, c'est intéressant. J'adore l'idée. Vous avez bien fait de rester jusqu'au bout, puisque vous êtes encore là, si vous entendez. J'adore cette idée. On doit pouvoir faire ça avec quoi ? Pareil, 20 000 euros d'apport, 10 000 euros d'apport chacun. Il y a plein d'immeubles. Les premières opportunités, c'est 400, 500 000 euros. Donc, tu ça reste hyper sur le Bon Coin ? Alors, c'est ça le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. J'aimerais bien te donner toutes mes bottes secrètes ici, mais en fait, elles sont hyper simples et très traditionnelles. Il y a tous ceux qui sont au courant de ces pépites, tous ces immeubles sont toujours les mêmes. Ce sont les notaires, les agents immobiliers, le net. Donc, il faut avoir tout un tas de réseaux un peu différents et d'avoir plein de faisceaux qui t'envoient des opportunités. Il y a un site internet qui est assez intéressant qui s'appelle La Bonne Pierre. La Bonne Pierre, d'accord. Où tu peux trouver c'est que des appartements ou des immeubles déjà occupés, donc généralement qui ne vont pas forcément se retrouver sur ce loger parce que les gens souhaitent acheter des choses vides. Donc voilà, il faut aller accumuler les bons indices et jusqu'à ce que tu reçoives la bonne opportunité. Et là, tu fonces, c'est pareil, tu en fais 1, puis 2, puis 3. Je suis chaud là, tu m'as chauffé. Ok, merci Quentin Romet, on te suit sur LinkedIn. Quentin Romet, R-O-M-E-T. Quentin, affirmatif. Voilà. Et puis on t'écrit chez Homunity ou ailleurs. Un grand plaisir. On boit une coupe de champagne ensemble, Mathieu. J'ai noté. Avec beaucoup, parce que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont venir. Merci Quentin, merci de ton temps. Merci à vous tous pour vos messages sympathiques sur la Martingale, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre la Martingale. L'équipe cherche à développer Insta un peu, LinkedIn aussi un peu. Vous pouvez me suivre moi sur Mathieu Stéphanie sur LinkedIn. Voilà, une petite newsletter aussi qu'on envoie que tous les 15 jours pour rappeler les épisodes passés. Partagez ces épisodes avec vos potes, avec qui vous voulez faire, vos copines, avec qui vous voulez faire ces SCI à plusieurs, voilà, du plus jeune âge, des plus riches au moins riches. C'est pour tout le monde la Martingale, donc voilà, c'est ce qui est cool. Tu vas pouvoir monter un groupe de ceux qui veulent investir ensemble dans des SCI et voilà, c'est ça. Réunir il doit y avoir un maximum. Tes auditeurs. Ouais, on va vraiment racheter l'Arc de Triomphe. Non, c'est pas une bonne. Bon, allez, merci Quentin, merci à tous. Mathieu. Ciao. Merci d'avoir écouté la Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.